Benoît Trépied, bonjour. Bonjour. Benoît, on vous reçoit sur la chaîne internet ITV NC pour la saison Dialogue 2025, à retrouver sur www.itvnc et sur tous les réseaux sociaux, également diffusés en télé sur Calédonia. Chers spectateurs, pensez à vous abonner et mieux encore à nous soutenir directement sur le site, car comme vous le savez, la liberté comme l'indépendance, ça a un prix. Merci d'avance. Benoît, vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS, spécialiste reconnu de la Nouvelle-Calédonie. Depuis plus de 20 ans, vos travaux portent sur l'histoire du territoire, ses institutions, ses conflits et son processus inédit de décolonisation. Vous êtes notamment l'auteur de Une mairie dans la France coloniale, une enquête ethnographique menée à Koné, et vous avez dirigé plusieurs ouvrages collectifs dont La coutume kanak dans l'État et plus récemment Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie, écrit à la suite des événements du 13 mai et publié en début d'année 2025. Vous terminez aujourd'hui, 25 juillet, date à laquelle on enregistre cette émission, une tournée d'un mois environ à travers tout le territoire où vous avez pu sonder les cœurs et les reins. Durant votre séjour, vous avez animé plusieurs éditions d'une conférence intitulée Jusqu'où décoloniser KNC, une conférence qui sera d'ailleurs à retrouver prochainement sur Calédonia. Bienvenue. Merci. Benoît, dans cette première partie de l'interview, on va revenir sur des concepts et des points clés de l'histoire que certains connaissent peut-être déjà, mais qui sont essentiels selon vous pour comprendre comment on en est arrivé là. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter le chemin entre le moment où le 13 mai, vous allumez la télé, vous voyez ce qui se passe sur le territoire, plusieurs passages télé, l'écriture de votre livre, jusqu'à arriver ici? Alors le chemin a débuté effectivement le 13 mai, a surgi sur nos écrans. J'ai découvert ça sur mon canapé à Paris et j'ai trouvé que c'était à la fois complètement sidérant, bouleversant. J'étais affolé, j'avais d'abord très peur pour mes proches. En même temps, c'était tout sauf une surprise puisque l'histoire n'a pas commencé le 13 mai 2024, qu'il y avait eu il y a une histoire longue, il y a une histoire plus courte, une montée politique des tensions, un contexte qui devenait de plus en plus inflammable. Et donc moi, comme tant d'autres, avons souligné que c'était dangereux, qu'il valait mieux faire preuve de sagesse en reculant plutôt que de passer en force. Ça n'a pas été suivi, le pays a explosé. Donc j'ai vu ça et effectivement j'étais à la fois bouleversé, mais j'étais aussi très en colère. Donc très en colère que ces avertissements n'aient pas été entendus et très en colère des premiers éléments de langage qui ont circulé dans la presse métropolitaine au début, dans les tout premiers jours, où il n'y avait que les éléments de langage de l'État ou des loyalistes, et où on parlait uniquement d'émeutes violentes type banlieue, etc., en gros de sauvageons ou alors de terroristes, etc. Et j'étais frappé du fait que personne ne parlait de l'enjeu de la décolonisation. Donc que personne ne replaçait ce soulèvement dans une histoire longue à la fois coloniale et puis du processus de décolonisation qu'a connu le pays dans ses avancées, ses tensions, ses enjeux. Donc quand les médias m'ont appelé, j'étais content d'être sollicité d'abord parce que ça me permettait d'être un peu plus acteur et pas uniquement spectateur éploré. Et puis de rappeler en quelques secondes à chaque fois les fondements de cette histoire coloniale et du processus de décolonisation, ce qui avait fonctionné et pas fonctionné, pour replacer ce moment dans une perspective longue. Et ça voulait dire notamment... Quand même. Pardon ? Ça devait être très compliqué quand même pour vous de résumer 50 ans d'histoire à chaque fois. Il fallait sur faire ces du plateaux. lyophilisé systématiquement sur tous les plateaux, face à des journalistes qui ne connaissaient absolument rien à la Calédonie. Et donc qui, du coup, gobaient tous les éléments de langage délivrés par l'État, en disant c'est juste un déni de démocratie. Donc moi, je leur disais, non, c'est plus compliqué que ça. Le gel du corps électoral, c'est un enjeu, c'est un outil de la décolonisation, parce que la décolonisation de ce pays est très singulière. Et elle est singulière parce qu'il y a eu une série d'accords, il y a eu une longue histoire douloureuse, parce que le modèle colonial de départ était lui-même très singulier. Donc j'ai fait beaucoup de pédagogie effectivement dans les médias pendant 2 mois, moi et d'autres collègues. Et puis sont arrivés les JO. Et puis d'abord la dissolution. D'abord est arrivée la dissolution, ce qui fait qu'une actualité chassant l'autre, plus personne parlait de la Calédonie. Donc c'est là où j'ai décidé d'écrire ce bouquin, Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie, qui était l'occasion, le cœur de mon métier, c'est quand même d'écrire des livres, c'est pas de passer sur BFM. Donc c'était l'occasion de fonder et de montrer
un peu de tout ce que j'avais dit en résumé dans les médias, de montrer que l'accumulation des travaux de sciences humaines et sociales depuis 30-40 ans sur le pays, parce qu'on a eu beaucoup, en histoire, en anthropologie, en archéologie, en sociaux, en droit, en Sciences Po, etc., que toute cette science accumulée permettait de dire des choses et pas d'autres choses. Et que le travail scientifique, qui est un travail sérieux, permettait de fonder un certain nombre de vérités et qu'il fallait lutter contre l'ère des fake news et que, voilà, donc c'était pas conversation du commerce. J'ai donc essayé de bâtir ce livre pour expliquer finalement quelles étaient les causes historiques, sociales et politiques profondes de longue haleine qui avaient amené au 13 mai. C'est pas un bouquin sur son déroulé, même s'il y a quelques éléments, mais que là, à partir du 13 mai, on a changé de temporalité, on est rentré dans un autre événement dans lequel on est encore aujourd'hui, et que là, pour le coup, moi, de ma position, qui n'était pas ici en première loge, etc., eh ben, j'ai évidemment pas tous les éléments pour comprendre, et je pense que personne n'a encore tous les éléments pour comprendre véritablement tout ce qui s'est joué depuis le 13 mai, déjà comment ça s'est passé très concrètement, à tel et tel endroit, et puis les effets en cascade que ça a. Donc mon propos était avant tout d'éclairer ce qui avait amené au 13 mai. On va parler de votre livre, on va revenir sur le corps électoral. Mais tout d'abord, pour qu'on connaisse un peu mieux, c'est quoi vos liens avec le territoire? Vous y avez vécu. J'ai même cru comprendre que vous avez été adopté. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les liens que vous avez avec le pays? Ouais. Au départ, j'ai aucun lien familial personnel, donc je suis un oreille pur jus. J'ai découvert la Calédonie quand je faisais des études de sciences politiques au moment de la signature de l'accord de Nouméa. Donc mon chemin avec le pays, en quelque sorte, il a débuté en 98, quand l'accord est apparu quelques jours dans les journaux nationaux et que moi j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait encore un territoire de la République française qui était en voie de décolonisation. Je pensais que toute cette histoire était achevée depuis les années 60. Donc je me suis intéressé à ça. Et cette découverte intellectuelle et politique a été accompagnée simultanément de la rencontre d'un très bon ami kanak à Lyon, avec qui j'ai commencé à beaucoup discuter de ces choses-là, qui m'a présenté à sa famille, et avec qui, en 2000, je suis venu pour la première fois dans le pays, pour réaliser une première recherche sur la négociation de l'accord de Nouméa. Donc en 2000, je suis venu ici et j'ai rencontré plusieurs signataires de l'accord. J'ai fait des entretiens, mais en même temps, à côté de ces moments tout à fait passionnants, j'ai été complètement immergé dans la famille kanak de mon pote. Donc dès que j'ai débarqué à Tontouta, j'ai découvert ça. Et j'ai découvert une espèce d'accueil, vraiment une générosité dans l'accueil que je n'avais jamais rencontrée. Une complexité des relations et en même temps une chaleur humaine, et puis des moments de solennité qui sont ces gestes coutumiers qui permettent de verbaliser des liens, des émotions, tout ça. Bon, voilà. Cette découverte humaine est allée de pair et était indissociable de la découverte intellectuelle, historique et politique. Et ce cocktail-là, moi, m'a complètement retourné. Donc j'ai fait ce premier mémoire et j'ai dit j'ai envie de continuer absolument. Donc j'ai fait une thèse. La thèse de doctorat, elle portait sur l'accord de Nouméa ayant dit le projet de décolonisation, c'est la réconciliation entre les gens, c'est le destin commun. J'avais envie de voir comment ça se passait à une échelle très locale, au-delà des discours des responsables politiques, qui étaient très intéressants certes, mais aussi généraux. Je voulais voir sur le terrain ce qu'il en était. Et finalement, c'est une question que je me suis posée il y a 25 ans, mais que je ne cesse de me poser encore aujourd'hui. Je pense que tout le pays se pose la question. Est-ce qu'on a avancé, on n'a pas avancé sur le chemin, dans quelle mesure, comment on le mesure, etc. Et donc à l'époque, mon idée, c'était d'aller voir ça à l'échelle d'une commune rurale, multiethnique, où j'allais voir un peu comment les gens vivaient ensemble. Donc j'ai travaillé à ce moment-là sur la commune de Koné. Et donc la famille de mon ami kanak qui m'avait accueilli a mobilisé des liens d'une autre famille kanak dans une des tribus de Koné, où effectivement, là, qui m'a accueilli, puis qui m'a adopté coutumièrement et dans laquelle je suis resté pendant des années, avec qui depuis les liens existent une fois qu'ils sont établis. Parce que finalement, on sait qu'en pays kanak et en pays calédonien globalement, l'affection se dit beaucoup en termes familiaux, se pense beaucoup dans des logiques d'insertion familiale. Donc on adopte à tour de bras les gens qu'on aime, souvent. Voilà. Donc ça, ce chemin-là, je l'ai poursuivi pendant 25 ans et il s'est déployé ensuite ailleurs. J'ai aussi des liens très très forts avec des familles de Pueblo, avec des familles de Marais, avec des gens de Lifou, des gens de Ponérouin, enfin bref.
Finalement, le pays kanak, voilà, j'ai beaucoup d'entrées dans le pays kanak, mais la chose importante, c'est que ce cheminement est allé de pair aussi avec la construction de très belles amitiés avec plein de non-kanaks. Et d'abord à l'échelle de Koné, où j'ai fait plein d'entretiens avec les Caldoches, les Javanais, les Wallisiens, etc. Et où le fait que parce que je suis resté pendant 2 ans à la tribu, enfin à Koné sans bouger, a fait que les gens m'ont connu, quoi. Et donc il y a c'est un petit pays, on le sait, tout passe beaucoup par ces liens interpersonnels en fait. Ouais. Et donc, comme moi, j'ai construit ça. Après, j'ai travaillé une année à l'université, j'ai travaillé à l'IAC, et depuis, j'ai fait des allers-retours entre les deux pays. Voilà, donc Vous êtes ce qu'on appelle un métis kanak? je prétends pas que je suis de cette terre, donc, mais en tout cas, j'ai des familles kanak de cœur et un attachement très très fort au pays. Voilà. Qui fait que, et par le travail accumulé depuis 25 ans, et par les relations affectives, familiales, amicales, j'ai quand même appris, je pense, très modestement, à comprendre un peu ce pays, dans sa richesse et ses contradictions. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu exploser, je ne pouvais pas rester silencieux. Voilà. Et donc, vous avez écrit ce livre, Décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ce titre? Est-ce que c'est un titre militant, digne d'un encarté à la France insoumise? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est un titre qui a pour but de faire questionner les gens et de déconstruire les évidences. Et c'est le rôle premier des sciences sociales, c'est de déconstruire ce qu'on pense être acquis. Autour de 2 mots, d'abord décoloniser parce que la décolonisation, c'est le mot qui est dans l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il est dans la Constitution française, donc ce n'est pas du tout un terme militant, c'est un terme reconnu jusqu'au sommet de l'État. Donc parler de décolonisation, c'est simplement prendre acte d'un accord global qui a été établi et par l'État et par toutes les forces politiques du pays en 1998. Quant à Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est une façon de souligner d'abord que le mot Nouvelle-Calédonie n'est pas un mot neutre du tout, que c'est un mot que, en fait, dans le débat calédonien, tous les mots sont piégés et tous les mots sont porteurs de sens. Et Nouvelle-Calédonie en est un, et il est massif. Nouvelle-Calédonie, c'est un terme colonial inventé par James Cook, qui a été plaqué sur ce pays et qui a été officialisé, mais que néanmoins, depuis des décennies, le peuple autochtone de ce pays, kanak, refuse, puisque disent ce pays, c'est pas la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas des kilts, on n'a rien à voir avec les Écossais. Nous, ce pays, c'est kanaki. Et donc il y a le contentieux politique que traverse le pays depuis des décennies, il se cristallise dans ces 2 termes-là. Quand on n'utilise que Nouvelle-Calédonie, finalement, en semblant ne pas prendre parti, on prend parti. On prend parti pour cet héritage de l'officialisation d'un nom colonial. Voilà. C'est comme penser que c'est pas qu'on peut se fier au fait que le bleu-blanc-rouge flotte dans ce pays. C'est pas non plus en fait une donnée naturelle. C'est le résultat d'un processus historique, d'actes politiques historiques vis-à-vis desquels il y a toute une partie de la population de ce pays, et en particulier l'immense majorité de la population autochtone, qui n'est pas d'accord. Donc c'est pour évoquer ça. Et joindre ces 2 termes-là, c'est d'abord une démarche pour symboliser un petit peu ces 2 légitimités qui se sont longtemps affrontées et qui essayent malgré tout de trouver une voie, de s'articuler, de se concilier. C'est une façon de souligner également que ça reprend un terme qui s'est diffusé dans le pays à certains égards, dans certains cercles, de façon plus ou moins officieuse, mais je pense à l'église évangélique qui s'appelle par exemple l'église protestante du pays, qui est de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et puis, c'est un terme provisoire, puisqu'on sait que l'accord de Nouméa disait qu'il faut trouver un nom de pays. Les gens ne se sont pas entendus, mais du coup, c'est comme sur ce point, comme sur d'autres, en fait, quand les gens ne s'entendent pas, c'est la situation antérieure qui prévaut, et cette situation antérieure, elle est marquée du sceau d'une domination coloniale. On a beau tourner ça dans tous les sens, c'est le cas. Donc il me semblait que c'était une façon de... Alors il y a des gens qui me disent pourquoi tu as mis Kanaki, c'est militant France Insoumise, puis il y a des gens qui me disent pourquoi tu as mis Nouvelle-Calédonie, tu es militant du Rassemblement. Donc voilà, je vous rassure, je suis militant d'aucun parti, je ne suis pas encarté. En revanche, mon rôle consiste à questionner les évidences. Et KNC n'est pas plus... et Kanaki n'est pas plus militant que Nouvelle-Calédonie. Il faut vraiment le comprendre. L'officialisation des termes
ne les neutralise pas en fait. Ça officialise des rapports de domination qui existaient avant. Dans votre conférence, autant que dans votre livre, vous revenez sur cette notion de corps électoral qu'il faut absolument comprendre dans toute sa dimension historique. Bien sûr, il y a aussi la dimension crise sociale. Les deux se sont combinés et ça a donné ce que ça a donné. D'ailleurs, le terme d'émeute, il vous convient ou est-ce que vous le trouvez, est-ce que révolte conviendrait mieux? Je n'arrive pas, à titre personnel, à mettre un mot encore sur ce qui s'est passé, mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est là encore que le choix des mots fait débat. Mm. Et j'ai constaté là, notamment au cours de ces jours, que émeute effectivement passe de plus en plus dans le langage courant. Je pense que c'est un mot qui dépolitise ce qui s'est passé. Donc ça pose problème. On peut parler de révolte, de crise insurrectionnelle. Alors, quand on parle d'exaction, par exemple, ça criminalise énormément ce qui s'est passé, ce qui est toujours une façon de le dépolitiser. Moi, je ne sais pas quel terme choisir, mais je trouve qu'à minima, on peut parler d'un espèce de soulèvement. C'est un peu soulèvement à la fois politique et social. Le mot émeute a tendance à évoquer, à dire que ce qui s'est passé là, c'est comme ce qui s'est passé à la mort de Naël dans les banlieues françaises. Et il y a un élément vraiment fondamentalement différent, c'est qu'ici les gens, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ils ont créé partout ici ces kanaky avec des drapeaux, etc. Et on ne peut pas effacer cet aspect politique. Et de fait, là, j'ai fait au cours de ces jours une petite enquête exploratoire. J'ai interrogé des jeunes et des moins jeunes dans les quartiers populaires, notamment des gens qui se sont plongés à corps perdu dans ces événements, et ils ont un discours et des références hyper politisées. Donc, le mot émeute enlève ces aspects-là du terme pour ne retenir que c'est un peu comme si on avait dit que la prise de la Bastille c'était une émeute ou des exactions, quoi. Ouais. Alors après, entre parenthèses, les termes souvent ils sont fixés a posteriori, donc ça dépend aussi de la fin de l'histoire. Oui, enfin, on est aussi capable d'appeler événement une guerre civile. Oui, oui, tout à fait. Mais une guerre civile ou une guerre coloniale, on ne sait pas vraiment si c'était tant que ça une guerre civile. Tout est compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que les qualificatifs et l'appréhension de ce qui s'est passé, ça vient toujours après. Et quand on fixe un terme, il cristallise un rapport de force. Voilà. La Révolution n'aurait pas dit que la prise de la Bastille, c'était glorieux si ils n'avaient pas gagné à la fin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, effectivement, une révolte, oui. Soit tu la gagnes et t'es un héros, soit c'est plus compliqué. Le corps électoral, est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu son histoire en quelques dates clés et rapports démographiques? Parce que c'est vraiment, même pour les gens qui vivent ici, et pour qui ce sujet-là fait débat, les exclus du corps électoral, etc., c'est quand même important de revenir dessus parce que c'est directement lié en fait à la revendication indépendantiste. Oui, et avant ça, c'est lié à la situation de colonisation, de peuplement. On ne peut pas détacher le débat très contemporain sur le corps électoral de l'histoire longue, coloniale très singulière du pays, qui a été celle d'une colonisation de peuplement. C'était le seul cas dans l'Empire français avec l'Algérie, où la France, ici, n'est pas seulement venue exploiter les ressources ou disposer d'une base militaire, mais a vraiment eu le projet de créer une nouvelle société locale, une nouvelle société blanche à son image. Ce que le gouverneur à une époque appelait la France australe, la petite France australe, qui a d'ailleurs été le titre du principal quotidien du pays tout au long du XXe siècle. Ces situations de colonisation de peuplement c'est aussi ce qui s'est passé en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc. C'est la construction d'une nouvelle société locale, et le corollaire de ça, le corollaire violent, c'est un projet d'éradication de la société autochtone. On veut construire en lieu et place de l'ancien monde, un nouveau monde. D'ailleurs, le terme nouveau monde, il s'applique en Amérique, et ce n'est pas un hasard, en fait. Demandez un peu aux Amérindiens, c'est ce qu'ils pensent de l'idée d'un nouveau monde, en fait. Ça signifiait la destruction de leur monde. Hein. Et une colonisation de peuplement aboutie, en quelque sorte, vous débarquez à New York et vous ne dites pas immédiatement que je suis sur une terre amérindienne. Voilà, ça a été éradiqué, nettoyé. Donc il y a eu ce projet, on le sait, et par une population, la colonisation pénale, la colonisation libre, les engagés qui sont venus, etc. etc. Ça n'a pas... au sortir de la période coloniale, on est à l'échelle du pays, les Kanaks représentent 50% de la population. Donc ces vagues de peuplement ont fait diminuer leur part,
Surtout, ils ont été repoussés des terres, mis dans des réserves, soumis à l'indigénat, etc. Et puis, il y a la question électorale qui va surgir. Et il y a, dans les années 60, une nouvelle vague de peuplement qui est celui lié au boom du nickel, où de nouveaux hexagonaux viennent, et Wallisiens, Futuniens et autres viennent s'installer dans le pays, et les Kanaks deviennent minoritaires à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, au moment où ils deviennent minoritaires, il se construit la revendication indépendantiste, et c'est là que deux légitimités s'affrontent très fortement et vont se cristalliser sur le corps électoral. D'un côté, le mouvement indépendantiste dit « nous voulons l'indépendance », nous voulons nous décoloniser de cette situation coloniale qui perdure malgré l'accès à la citoyenneté par l'indépendance, et donc on veut un référendum d'autodétermination, et au regard du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dans les colonies, il n'appartient qu'aux peuples colonisés. Donc si on fait un référendum d'autodétermination, il n'y a que nous, en tant que peuple kanak, qui pouvons nous prononcer et voter pour cette question. Les autres personnes qui sont arrivées dans ce pays au fil de l'histoire coloniale, les colons et leurs descendants, et les métros qui viennent d'arriver, tous ces gens-là ne sont pas concernés, parce que le droit à l'autodétermination, qui est dans la Charte des Nations Unies, il n'appartient qu'au peuple colonisé. Ça, c'est la réflexion indépendantiste au départ. La République française dit absolument pas, ici c'est un territoire de la République française, et on a un principe fondamental chez nous, un homme égale une voix. Donc si on fait un référendum d'autodétermination, tous les citoyens français qui vivent dans ce territoire peuvent voter, qu'ils soient là depuis 3000 ans ou qu'ils soient là depuis 3 mois ou 3 ans. Donc quelqu'un qui vient d'arriver de l'Hexagone comme un Kanak, on ne fait pas de distinction entre les citoyens parce qu'on est universaliste, un homme égale une voix. Et donc, dans ces cas-là, puisqu'on sait que l'immense majorité des Kanaks sont pour l'indépendance et l'immense majorité des non-Kanaks sont pour le maintien de la Calédonie dans la France et qu'ils sont majoritaires dans la démographie, vous plaquez ça et le non l'emporte. Ce à quoi, et donc circuler, il n'y a rien à voir. On a réglé la question. Ce à quoi les Kanaks disent non, c'est pas possible parce qu'il n'y a que nous qui avons ce droit. Et c'est là où se confrontent deux légitimités. Et ça devient sanglant dans les années 80, entre d'un côté les Kanaks qui disent on s'appuie sur le droit de la décolonisation et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de l'autre côté l'usage des mécanismes démocratiques formels qui en fait, quand ils sont appliqués à une situation de colonisation de peuplement et de minorisation des Kanaks, finalement ne fait que légaliser cette situation, cette domination coloniale, elle ne fait que l'entériner. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait naturel si les Kanaks sont devenus minoritaires dans ce pays. C'est le résultat de politiques coloniales, d'une volonté de l'État, et qui avait été, on le sait, en 1972, le Premier ministre Pierre Messmer avait fait une célèbre circulaire dans laquelle il disait « la seule façon de noyer la revendication indépendantiste, c'est de faire venir des Français et de leur donner le droit de vote ». Donc ça a été dit clairement, etc. Et donc quand on applique, du coup, c'est une espèce de perversion de la démocratie française qui en réalité ne permet pas de décoloniser. Et donc ces deux points de vue opposés, c'est ça qui, c'est le nerf de la guerre dans les années 80, cette période des événements, etc. Et peu à peu, entre ces deux positions très opposées, il y a eu une dynamique, au fil de drames, de compromis, de rapprochement, pour essayer de trouver une issue. Et le moment fondamental pour ça, c'est le fameux sommet de Nainville-les-Roches en 1983, lorsque se réunissent des délégations, une délégation du Front indépendantiste et puis de deux partis non indépendantistes, l'un modéré et assez centriste qui s'appelle la Fédération pour une nouvelle société calédonienne, la FNSC, et puis le RPCR, le grand RPCR loyaliste plus à droite, plus radical de Jacques Lafleur. Et à Nainville se noue un compromis, mais que le RPCR ne va pas signer à la toute fin. Hein. Néanmoins, ce compromis, c'est que d'un côté, on reconnaît la légitimité du peuple kanak et son droit inné et actif à l'indépendance. Et de l'autre côté, le peuple kanak dit on accepte de partager notre droit à l'autodétermination avec ceux qu'on va appeler les victimes de l'histoire. Et qui étaient les victimes de l'histoire? En fait, Jean-Marie Tjibaou le définissait très clairement. Il disait sur le plan électoral, nous avons dit que nous partageons notre droit à l'autodétermination avec les gens qui sont nés sur place, d'un parent né sur place. Ce qui voulait dire en 83, on fait rentrer les gens, ceux qu'on appelle les victimes de l'histoire, c'est ceux qui sont arrivés dans le pays au fil de l'histoire coloniale, qui souvent n'ont pas choisi cette situation, dont les ancêtres ont eu des expériences traumatiques de la colonisation, le bagne, l'engagement, la misère des petits colons, qui se sont envers et contre tout enracinés dans cette terre, même s'ils se sont enracinés sur des propriétés qui étaient des propriétés dont la terre avait été volée aux Kanaks initialement,
et qui, de génération en génération, n'ont plus d'autres pays, n'ont plus d'autres ailleurs. Et ils sont devenus de ce pays. On décide, et ça c'est un truc unique dans l'histoire des décolonisations, le peuple autochtone décide de partager ce droit avec ces gens-là. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en 83, c'est les gens nés sur place d'un parent né sur place, c'est-à-dire qu'on ouvre le corps électoral, mais qu'à l'intérieur de ça, les Kanaks sont toujours majoritaires. Et c'est le début de cette fameuse politique de la main tendue, qui consiste à dire, vous qui êtes enracinés dans ce pays, venez avec nous et construisons un pays ensemble. Construisons une indépendance ensemble, un pays qui va s'émanciper ensemble, parce qu'on a en commun un même pays. Voilà. Nous, on est là depuis 3000 ans, vous êtes les descendants des Bagnards, etc., mais néanmoins, venez avec nous, parce qu'on appartient à ce même pays. C'est refusé par le RPCR en 83, donc le statut qui vient après le statut de moine est très en deçà, donc ça provoque l'escalade meurtrière des années 80. Et le débat revient en 88 avec les accords de Matignon signés par Tjibaou, Lafleur et Rocard. Et là, il est décidé globalement de repousser la question de l'indépendance à 10 ans et entre-temps de faire un partage du pouvoir général, les provinces, le rééquilibrage, etc. Mais sur la question du corps électoral, de qui pourra voter en 98, la décision, c'est tous les gens qui sont installés dans le pays jusqu'en 88. Et donc, ce qui veut dire qu'on ouvre considérablement par rapport à ce qui avait été négocié 5 ans plus tôt à Nainville-les-Roches. On n'est pas du tout sur les victimes de l'histoire, les gens nés sur place, d'un parent né sur place. On est sur tous les gens qui sont arrivés dans le pays, y compris ceux du boom du nickel, donc tous les Wallisiens et les hexagonaux du boom du nickel, ceux-là même qui ont rendu les Kanaks minoritaires et qui étaient exclus de la définition du corps électoral à Nainville, précisément. Et sur ce corps électoral-là, on est sur quel rapport de force démographique? Les Kanaks sont minoritaires. Les Kanaks sont minoritaires. Au sortir de l'accord de Matignon, Jean-Marie Tjibaou dira dans une interview à Libération, ce point-là, c'est mon drame personnel par rapport au mouvement, parce qu'il sait que c'est une immense concession qu'il a été contraint d'accepter dans un contexte particulièrement adverse, qu'on sait, on est au lendemain d'Ouvéa. Et la seule limitation du corps électoral qui est prévue à ce moment-là, c'est de dire pour les gens qui vont venir dans l'intervalle, entre maintenant et le référendum de 98, donc dans la décennie 88-98, ceux-là ne voteront pas au référendum de 98. Mais pour Jacques Lafleur, c'est une concession très modeste, puisqu'en fait, il sait déjà que par ce périmètre, en fait, les Kanaks sont minoritaires. Et une fois de plus, malgré les morts, malgré tout ça, le corps électoral défini en 88 valide le fait accompli, en fait, les gens se sont installés. Et c'est ça le problème de la colonisation de peuplement, c'est que les gens s'installent, ils s'enracinent, ils ont des enfants, et après, une fois qu'ils sont là, ils restent. Et donc, de façon structurelle, ça crée une minorisation. Et comment on peut faire jouer la démocratie dans ce contexte-là? Si on ne veut pas valider ou si on veut corriger les effets de la minorisation. C'est le nœud du problème qui se posait à l'époque, qui se pose encore aujourd'hui. Le pari de Tjibaou à l'époque, c'est de dire on a deux possibilités, on a deux moyens de renverser la tendance. C'est d'une part la revanche des berceaux parce qu'on a une natalité kanak plus importante. Mais ça, au fil du temps, on a vu que ça a baissé et que les taux de natalité se rapprochent, donc c'est de moins en moins, c'est pas porteur. Et puis on va convaincre les non-Kanaks de nous rejoindre dans l'indépendance. Mais c'est un basculement du discours, parce qu'en 83 et avant, on n'est pas dans l'idée qu'on doit convaincre les autres. On est dans l'idée, c'est notre droit. Les autres, ils viennent avec nous s'ils veulent venir avec nous. S'ils ne veulent pas venir avec nous, ils partent, en gros. Ça n'a pas été exprimé comme ça, mais c'était ça l'idée quand même. Et là, la charge de la persuasion, en quelque sorte, elle est inversée. Maintenant, c'est aux Kanaks de faire l'effort d'aller convaincre des gens avec qui ils ont partagé leur droit à l'autodétermination tellement largement qu'ils sont eux-mêmes minoritaires, de leur dire, maintenant, venez. Donc il y a une espèce c'est un retournement assez fort qu'on ressent, qu'on perçoit encore aujourd'hui. Et puis j'accélère, pardon, parce que je prends beaucoup de temps. En 98... Oui, là, on en arrive à l'accord de Nouméa. En 98... Parce que je sais que tu vas parler du gel après. Voilà, en 98, accord de Nouméa. Et là, c'est un accord de décolonisation. Il y a plusieurs à la fois trois piliers, le transfert des compétences, la reconnaissance de l'identité kanak et la construction de la citoyenneté calédonienne. Et on dit, ceux qui... Alors,
il faut, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais finalement, on va dire ceux qui votent au provincial, ce n'est pas tout à fait les mêmes que ceux qui votent au scrutin d'autodétermination. Mais en comprenant la logique globale, on va dire ceux qui sont arrivés dans la décennie 88-98, ils rentrent aussi dans le corps électoral. Donc on rajoute une autre ouverture. Voilà. Et le corps électoral ainsi défini, il est attaché à cette fameuse notion de citoyenneté calédonienne. Ceux qui votent, donc la citoyenneté calédonienne, c'est l'outil de la décolonisation de l'accord de Nouméa. C'est cette idée qui était déjà complètement là dans Nainville-les-Roches et qui là est reformalisée, de dire, bon, on invente une sortie par le haut d'un nœud colonial inextricable lié à la colonisation de peuplement, lié au fait que les gens s'enracinent et puis qu'après ils restent et que le peuple autochtone est de plus en plus sous le risque de cette éradication, de cette minorisation. On essaye d'organiser une réconciliation entre les anciens colons et les anciens colonisés dans un nouveau projet de communauté citoyenne où on est à la fois égaux entre nous et en même temps la place centrale du peuple kanak en tant que peuple autochtone est préservée. Donc on trouve un équilibre difficile à trouver, mais aussi difficile qu'intéressant, entre l'idée d'égalité citoyenne et l'idée de reconnaissance de droits autochtones. Et on construit comme ça un pays sur un chemin d'émancipation. C'est ça la citoyenneté. Et pour faire vivre cette citoyenneté, on lui attache des droits, un droit politique et un droit social. Les citoyens du pays calédonien, donc la citoyenneté calédonienne, elle est à l'intérieur de la citoyenneté française, mais seuls les citoyens pourront voter aux élections du pays, les élections en quelque sorte proto-nationales, c'est-à-dire les élections province-congrès qui font le gouvernement. Et puis, seuls les citoyens calédoniens sont concernés par la loi de protection de l'emploi local. C'est l'autre pilier qu'on oublie beaucoup, mais qui est de dire à compétences et diplôme égal, on embauche préférentiellement un citoyen calédonien plutôt qu'un oreille qui vient de débarquer, parce que historiquement, justement, les oreilles qui débarquent sont toujours privilégiées à l'embauche parce que plus diplômés, plus expérimentés, parce que plus dociles aussi. Ils sont moins pris dans des dynamiques collectives, les syndicats, les coutumes, les mariages, les coups de pêche, tout ça. Voilà. Ils sont libres. Ils sont beaucoup plus libres. Eux, tu leur donnes un fusil sous-marin, et puis voilà, ils vont un peu à la pêche, puis ils reviennent le dimanche soir tranquillement. Ils sont moins bâches bleues, etc. Voilà. Que les gens du pays, toutes communautés confondues. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette logique de donner des droits spécifiques aux citoyens calédoniens, c'est pour faire exister cette communauté, cette future communauté de destin. Et donc, c'est un périmètre qu'on définit. Ça doit être, c'est une notion qui a une dimension à la fois inclusive et exclusive. Inclusive parce que c'est comme ça qu'on arrive à savoir qui sont les gens du pays. Et que ces gens du pays, que l'histoire a si longtemps opposés, qui se sont affrontés au 19e, au 20e, jusqu'en 84-88, ces gens-là se réconcilient et disent « faisons peuple ensemble », un nouveau peuple calédonien dans lequel il y a le peuple kanak qui ne se dissout pas et qui refuse d'être dissous. Donc comme le dit Louis-José Barbançon, le peuple calédonien ne peut pas exister sans le peuple kanak, c'est net et clair. Ça s'imbrique. C'est ce que veut dire quand on dit que le fondement du peuple calédonien, c'est le peuple kanak. Oui, le principe de l'accord de Nouméa, c'est que d'ailleurs il n'y a pas de mot peuple calédonien, mais la communauté de destin, elle est constituée du peuple kanak et des autres communautés du pays. Et les choix des mots est important, parce que peuple, c'est un terme qui est reconnu en droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, contrairement à population ou communauté. Donc les termes peuple kanak, c'est dans l'accord de Nouméa, qui est dans la Constitution française. Donc depuis 1998, la France, elle reconnaît officiellement deux peuples, le peuple français et le peuple kanak. Pour le moment, il n'y a pas de peuple calédonien, pas plus qu'il y a de peuple corse, ni quoi que ce soit. Dans les textes. Voilà. Oui, oui. Et donc le volet, ce que je dis, il y a le volet inclusif et le volet exclusif, c'est que pour arriver à faire émerger cette communauté, il faut dire qui en est et qui n'en est pas. Et ceux qui n'en sont pas, c'est les gens qui sont arrivés récemment. Tout le débat sera de dire jusqu'à quand, comment on rentre ou comment on ne rentre pas, quelle est la frontière. Et donc l'accord de Nouméa tel qu'il est officialisé là et depuis 2007, c'est tous les gens qui sont arrivés dans le pays jusqu'en 1998 et qui justifient de 10 années de résidence. Donc on est arrivé en 1995, on est devenu citoyen en 2005, 98-2008, mais au-delà, non. Voilà. Alors, pourquoi ? Donc il y a eu un immense contentieux politique sur ça, pour savoir ce qui avait été négocié. Je peux rentrer dans... Tu veux dire par du glissant au gelé ? Voilà. C'est ça, je veux bien que tu rennes dessus, parce qu'on entend très rapidement parfois résumer « ouais, c'est la faute à Jacques Chirac ».
Mais en fait, en écoutant ta conférence l'autre jour, je me suis rendu compte que dès l'année suivante, Oui. les sénateurs et les députés se sont rendus compte que, la classe politique s'est rendue compte que tout le monde n'avait pas compris la même chose. Voilà. Donc l'accord de Nouméa n'a pas précisé explicitement ce point. Est-ce que le corps électoral était gelé ou glissant? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui votent, parce qu'en fait la citoyenneté calédonienne n'est définie que par les gens qui votent. Il n'y a pas d'autre définition. Les citoyens calédoniens, le peuple calédonien en devenir, c'est celui qui vote au provincial pendant l'accord de Nouméa. Donc, qui peut voter à ces provinciales? Est-ce que ce sont tous les gens arrivés jusqu'en 98 et avant 98 et justifiant de 10 années de résidence, ou alors c'est 10 années de résidence même après? C'est-à-dire quelqu'un qui arrive en 99, est-ce qu'en 2009 il devient citoyen et il vote, ou bien est-ce que c'est bloqué? Et là, cet élément n'est pas spécifiquement écrit noir sur blanc dans l'accord de Nouméa. La loi organique en a donné une version, donc la loi organique immédiatement votée après l'accord de Nouméa en a donné une version de corps électoral figé, et le Conseil constitutionnel l'a censuré, puisque c'est anticonstitutionnel. Et quand, en 99, et quand, en mars 99, quand le Conseil constitutionnel censure ce point, c'est lui qui met en lumière l'ambiguïté que personne n'avait vue jusqu'alors. Et c'est à ce moment-là que, l'ambiguïté explosant, il y a deux discours qui apparaissent. Le FLNKS et l'État disent ce qu'on a négocié c'était figé, le RPCR dit ce qu'on a négocié c'était glissant. C'est à partir de là en fait. Avant ça, personne ne... Voilà. Et le gouvernement français de l'époque a dit on va régler tout de suite cette question les gars, on va faire une modification de la Constitution, une nouvelle, puisqu'on venait de faire rentrer l'accord de Nouméa, mais on fait une nouvelle modification de la Constitution, et donc là on sait bien dans le pays comment ça marche, surtout depuis l'année dernière, il faut que la loi soit votée par le Sénat, par l'Assemblée, puis par le Congrès au 3/5e. Donc dès 1999, le Sénat vote le gel du corps électoral à une très très large majorité, droite et gauche métropolitaine comprises, ça ne fait pas l'objet d'un débat, c'est refait ensuite par l'Assemblée nationale en 1999, et le congrès de Versailles qui doit finaliser le projet est normalement prévu pour être réuni en janvier 2000. Et juste avant qu'il soit réuni, finalement, cette réunion elle est annulée, non pas à cause du dossier calédonien qui faisait consensus, à cause de l'autre point, c'était sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc c'est reporté. Et à partir de là, ça reste dans les limbes. On sait ce que c'est qu'un projet constitutionnel qui reste dans les limbes encore aujourd'hui. Ce qui permet au RPCR de faire monter la sauce sur cet enjeu et d'en faire un enjeu de propagande en disant c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Et donc les autres aussi disant si il faut geler, glissant, geler. Donc en 2003, Chirac vient ici, il est accueilli à Koné, il y a une manif de l'UC au rond-point de la province Nord, les gens de l'UNI accueillent Chirac et en bas ou en haut, ils lui disent tous, il faut trancher cette question, parce que là, c'est en train de devenir délétère, ça pourrit le climat politique, alors que normalement, c'était un truc réglé rapidement. Et c'est là où Chirac dit, je m'engage à ce qu'on termine ce processus. Il dit à Jacques Lafleur, n'est-ce pas, Jacques? Et donc Jacques va dire, oui, je comprends le point de vue, puis après, plus tard, il dira, mais j'ai dit je comprends, mais ça ne veut pas dire j'accepte, etc. Voilà. Finalement, c'est voté en 2007, à la fin de la mandature de Chirac. C'est pour ça que dire que c'est Jacques Chirac qui a décidé sur un coup de tête tout seul de geler le corps électoral, c'est pas la vérité en fait. La vérité historique, c'est que tout avait déjà été voté et noué dès 98-99 pour que ce point litigieux central soit rapidement réglé. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Point litigieux central levé par le Conseil constitutionnel malgré lui, alors même que le FLNKS et l'État s'étaient compris sur le fait qu'il n'y avait pas... D'accord, intéressant. Oui. Après, il faudrait voir, et je crois que maintenant les archives du Conseil constitutionnel ont été ouvertes. Voilà, il y aura un travail historique très très précis de voir comment ces enjeux ont été débattus à l'intérieur des mouvements politiques et à l'intérieur de l'État et par le Conseil constitutionnel. Mais les archives ne sont pas encore accessibles. Mais un jour, on saura, j'espère, voilà, comment tout ça a été négocié très précisément, parce qu'on a vu a posteriori que c'était finalement un point central de l'accord, qui n'est pas explicité clairement. En tout cas, ce qui a été validé, c'est que les citoyens de ce pays, c'est les gens qui sont arrivés jusqu'à fin 98 et qui justifient de 10 années de résidence. Ça veut dire que tous ceux qui sont arrivés après sont arrivés dans un pays qui était officiellement en voie de décolonisation, au titre de l'accord de Nouméa. Et donc, ils ne sont pas censés ignorer ce contexte-là. Ils ne sont pas censés ignorer qu'ils s'installent dans un pays qui essaye de se décoloniser en construisant une citoyenneté et qui ne font pas partie de cette histoire. Et qu'au contraire,
le fait que des gens arrivent, c'est ça qui met en péril la construction de cette réconciliation. Ça a toujours été ça historiquement, c'est le fait que des gens s'installent et s'installent et s'installent. Mais toi qui connais un peu le pays, est-ce que tu as le sentiment que les gens, quand ils arrivent, on leur explique suffisamment, attention, c'est pas une question de corps électoral juste ou injuste, c'est une question de corps électoral d'un processus de décolonisation? Ah bah absolument pas, non. C'est ce que je dis dans mes conférences. En fait, quand on arrive à Tontouta, il y a les trucs phytosanitaires là. Ce serait pas mal de dire attention, vous entrez dans un pays en voie de décolonisation aussi à côté. Vérifiez que vous n'avez pas de la terre souillée ou des plantes dans vos bagages et que vous vous rendez compte de où vous mettez les pieds. Voilà. Parce que en fait, on est trompé par la fausse évidence du drapeau français. Et le principe de dire que tous les citoyens français peuvent circuler sur l'entièreté du territoire national. Et c'est là toute l'ambiguïté. La Calédonie est en voie de décolonisation tout en étant dans la République française et donc ce principe s'applique. Et en réalité, les éléments qui construisent la citoyenneté calédonienne, c'est-à-dire que seuls les citoyens peuvent voter et puis normalement ils bénéficient de la protection de l'emploi local, c'est une façon en deçà de ce vers quoi les indépendantistes tendaient, c'était de pouvoir contrôler les flux migratoires, tout simplement. On ne peut pas, en fait, s'ils avaient pu, ils auraient négocié des visas pour que n'importe qui ne puisse pas s'installer comme ça librement sans demander de compte à personne. Comme si le pays était déjà sur la voie de l'émancipation. Et donc que le pays et les citoyens du pays et ses institutions décidaient, ok, on a besoin qu'il y ait des profs, qu'il y ait des médecins, etc., dans telle proportion, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Là, toi, moi et n'importe qui décide, prend un billet aller simple et ne demande à personne de venir s'installer là. Mais ça, le fait de mettre des visas, et il faut savoir que ce discours-là, en plus, ça peut faire un ciment chez de nombreux gens du pays, Kanak et non Kanak. Hein. Parce que moi, je connais beaucoup de Caldoches qui vivent mal. Eux aussi ressentent ça comme une sorte un peu d'invasion, entre guillemets, oreilles. Surtout qu'eux ont eu suffisamment de mal à s'installer et à être reconnus par les Kanaks. Et à essayer de construire un truc ensemble. Et donc, pas plus tard que hier, j'avais une amie Caldoche qui me disait « Mais moi, je rêve du jour où on va fermer Tontouta ». Et ce n'était pas une Kanak, c'est pas une Kanak sur les barrages qui m'a dit ça, c'est une Caldoche du Nord qui dit c'est un problème, ce flux continue. Voilà. Parce qu'il y a cette logique de fait accompli qui fait qu'une fois qu'on s'installe ici, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et qu'on achète, et qu'on travaille, et qu'on... Ben après, ça devient chez nous. Ok, ça devient chez nous, mais il faut savoir, pour s'installer quelque part, il faut demander l'autorisation en fait. C'est une logique comme ça. Et en plus, donc on peut être un autre élément. Donc je pense qu'effectivement les gens ne sont pas au courant de ça, mais ce sont des choix politiques à chaque fois. Le fait de ne pas expliquer ça, c'est des choix politiques. C'est pas, ça tombe pas, voilà. Et la responsabilité, elle est partagée de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que ce que je dis là, les conférences, le bouquin, c'est le b.a.-ba de l'histoire de ce pays. Si ce n'est pas massivement diffusé dans les médias, à l'école, quand on arrive dans le pays, bah, ce sont des choix politiques dont tous les responsables politiques sont porteurs. Hein, je veux dire, c'est des loyalistes certes, mais les indépendantistes, ils n'ont pas non plus énormément insisté sur ce point-là. Oui, alors qu'effectivement, comme tu le dis, en adéquation avec les règles de l'emploi local et ce droit de vote, effectivement, on comprendrait bien plus si, avant d'arriver, on devait s'assurer que, tiens, est-ce que tu as obtenu ton visa? Bah oui. Même si c'est un visa pour 10 ans, 15 ans, parce que c'est un visa très facile à obtenir parce que français, mais il y aurait quand même cette membrane à passer qui nous ferait tout de suite comprendre que, attention, ce n'est pas un département d'outre-mer, voilà. C'est tout à fait autre chose. En fait, l'accord de Nouméa a dit, bon, on ne peut pas empêcher les gens de venir, mais on peut essayer de les empêcher de voter et de les empêcher, entre guillemets, de contrôler leur exercice du vote et de contrôler leur place dans le monde du travail. Ce sont des palliatifs au fait de contrôler la venue des gens. Voilà. Mais le problème, c'est que même ces deux règles qui devaient être les deux piliers de la citoyenneté pour faire émerger ce destin commun, et le corps électoral et la loi sur la protection de l'emploi local, ils n'ont pas cessé d'être torpillés pendant toute la période de l'accord de Nouméa. Et on récolte le fruit de tout ça, c'est-à-dire du fait qu'il y a eu des beaux discours sur le destin commun, on va faire communauté, mais en pratique, qui a dit il faut ouvrir le corps électoral, il faut ouvrir le corps électoral, et qui a dit cette loi de l'emploi local, c'est un frein à l'attractivité du pays, etc., etc. Qui a fait que la loi de l'emploi local, qui était pourtant
annoncée en 98, elle a été votée qu'en 2011 pour le secteur privé et en 2016 pour le secteur public, c'est-à-dire très très tardivement. Voilà, il y a des responsabilités politiques aussi là-dedans. Et il faut savoir que la décennie juste après l'accord de Nouméa, donc les années 2000, c'est le moment où les cours du nickel sont au plus haut. Il y a l'État l'argent coule à flot parce qu'il y a le rééquilibrage des projets de développement, etc. Que ça permet de faire des bonnes affaires, que les cabinets de défiscalisation voilà, se développent comme des champignons dans une plaine automnale de Sologne. Et puis, donc, c'est la belle époque où on parle de l'Eldorado calédonien, jusque dans les médias français. Et donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Il faut savoir que cette période des années 2000, il y a une immigration métropolitaine qui est équivalente à celle du boom du nickel. Donc, c'est vraiment un gros truc. Et pendant cette période-là, la fameuse loi de protection de l'emploi local qui devait contrôler ce mouvement, elle n'est même pas votée. Donc, on est dans une période où il y a des très beaux discours sur le destin commun, mais en pratique, la logique de la colonisation de peuplement, même si je sais que les gens poussent des cris d'orphée quand on dit ça, parce qu'ils ne se sentent pas des colons, parce que la colonie c'est fini depuis 1946, mais la structure même du peuplement colonial, ça se poursuit. Et à cette époque-là, c'est aussi pour ça que c'est à cette époque qu'il y a les grandes grèves dures de l'USTKE, qui est à peu près le seul à gueuler contre cette situation, en allant au contact, RFO, RCAL, etc. C'est cette époque-là. Il y a d'ailleurs une grande manif à l'époque, en 2009-2010, une grande manif à Nouméa pour le destin commun et contre la violence, qui est une manif très blanche et très anti-USTKE, et où on incarne en un sens que, ok, c'est le destin commun, mais derrière ce beau mot, ça veut dire ne pas remettre en cause ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les flux continuent d'arriver et que la dynamique de marginalisation, elle est en œuvre. Donc c'est ça le danger, et c'est tout ça qui se cristallise dans le corps électoral. Voilà. Donc c'est lourd en fait, c'est pas qu'une histoire de qui aura un siège de plus ou de moins à la prochaine élection. C'est le gel du corps électoral, c'est le rempart qui a été imaginé dans tout ce contexte particulier pour faire en sorte de contrebalancer les effets pernicieux et structurels de la colonisation de peuplement et de la marginalisation des Kanaks. C'est pas un hasard si justement dans ces grandes mobilisations, peut-être que les gens qui ne connaissent pas cette histoire se disaient « Oh là là, les mecs les manifs de la CCAT, ils utilisent les grands mots, recolonisation, le pays ne se fera pas sans nous, etc. » Mais en fait, ces mots-là, ils portent parce qu'ils s'inscrivent dans cette histoire. Et que Jean-Marie Tjibaou disait « Nous sommes un peuple en sursis. Serons-nous les derniers Mohicans du Pacifique ?» Là encore, c'est le parallèle avec l'Amérique. Et donc, le projet d'éradication, au début du XXe siècle, quand le missionnaire Maurice Lénard débarque, il y a les gens à Nouméa qui lui disent « Qu'est-ce que vous venez faire? Dans 10 ans, il n'y aura plus de Kanaks. On va faire comme en Tasmanie, où tous les aborigènes ont été exterminés. » Et la dépopulation kanak liée au choc microbien fait qu'il y a eu une dépopulation de 85 à 90% de la population sur un peu plus d'un siècle. Tout ça laisse des traces. Cette peur existentielle de l'anéantissement, de la disparition. Et d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, c'est tout ça qui imprègne le débat sur le corps électoral, sur qui fait partie du pays et qui ne fait pas partie du pays. Et c'est pour ça que c'était un élément décisif de l'explosion de l'année dernière, quoi. Ok, donc je pense qu'on a mieux compris tout l'aspect très explosif finalement de ce sujet du corps électoral. On sait tous ce qui s'est passé l'an dernier avec ce passage au forceps, pour le dire comme ça, dans les assemblées législatives en France. En fait, il suffisait de ça. Tu dis également que si on rajoute à ça les inégalités sociales dans le pays à apprécier comme un échec finalement du destin commun, ça aboutit au soulèvement qu'on a connu. Quelles données tu as pour traduire ces inégalités sociales? Les données, elles sont disponibles en fait. Là encore, c'est l'intérêt des travaux scientifiques qui ont été menés dans le pays, que ce soit tous les travaux sur les recensements ou les enquêtes de l'ISEE, les enquêtes sociologiques et économiques des collègues de l'université d'ici ou d'ailleurs. On a plein de données. On a en particulier le fait que dans ce pays, on peut faire des statistiques ethniques et donc on peut objectiver les inégalités sociales entre Kanaks et non-Kanaks.
Et de ce point de vue-là, on constate que depuis 30 ans, derrière les beaux discours sur le destin commun, les inégalités se sont reproduites, elles ne se sont pas résorbées de façon vraiment massive. Donc, je donne dans mon bouquin tous les chiffres qui sont simplement ceux de l'ISEE. Le revenu mensuel médian moyen pour un Kanak, il est 2 fois moindre que celui d'un non-Kanak. Les Kanaks, ils représentent 40% de la population du pays, mais 70% des gens sous le seuil de pauvreté, 90% des prisonniers du camp Est. Que ce soit dans le monde salarié, dans le public ou dans le privé, les Kanaks sont massivement dans les échelons les inférieurs et très très peu dans les échelons supérieurs. Enfin, tout ça est attesté. Du point de vue du niveau scolaire, on a eu une montée générale du niveau scolaire, mais les écarts entre Kanaks et non-Kanaks ne se sont pas résorbés depuis 30 ans. Le pourcentage actuel des Kanaks diplômés de l'enseignement supérieur, il est le même que celui des non-Kanaks diplômés de l'enseignement supérieur il y a 30 ans plus tôt. Et puis ces inégalités scolaires et sociales, elles ont des effets en cascade sur le logement, avec une discrimination au prix qui fait que les quartiers sud ont des prix exorbitants qui n'attirent que des gens riches et donc européens. Et donc on a à peine 5% de Kanaks dans les quartiers sud, 2% à Ouémo, etc. Les inégalités sociales, elles se répercutent sur l'équipement, sur le fait que l'immense majorité des gens qui n'ont pas dans ce pays les équipements de base, WC, eau, sanitaire, c'est des Kanaks. On a les squats évidemment, qui sont uniquement océaniens et massivement Kanaks. Si on prend la voiture dans ce pays où la bagnole est reine, 9 Européens sur 10 se déplacent en voiture, mais seulement la moitié des Kanaks, ce qui fait que ceux qui marchent le long de la route à côté des Porsche des quartiers sud, ce sont systématiquement des Kanaks ou des Océaniens, etc., etc. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est d'où viennent ces inégalités sociales. Et là encore, les sciences sociales et la sociologie, elles nous donnent des clés pour comprendre ça, puisque c'est tous les travaux sur la reproduction sociale des inégalités. Et on sait, depuis belle lurette, que ces inégalités, elles se reproduisent dans le temps, de génération en génération, au sein des familles, parce que les familles n'ont pas les mêmes capitaux économiques, les mêmes capitaux scolaires, les mêmes capitaux culturels. On n'apprend pas de la même façon le rapport à l'écrit, le rapport au livre, le rapport à qu'est-ce que c'est de faire ses devoirs, etc. Et c'est bien pour ça qu'on sait depuis des lustres que dans les classes supérieures, il y a très peu d'enfants d'ouvriers, et qu'essentiellement dans les classes supérieures, c'est des enfants des classes supérieures très massivement, statistiquement. Donc il y a une profondeur historique et un aspect systématique des inégalités sociales qui fait que le discours sur l'égalité des chances ne prend pas en compte cet aspect-là. Et quand on met en perspective dans le temps ces inégalités sociales dans ce pays, on arrive tout de suite, très vite, à la période coloniale. Et au fait qu'à la période coloniale, jusqu'en 1946, les inégalités entre les Kanaks et les non-Kanaks sociales, elles étaient inscrites en droit. Donc par exemple, l'école indigène, c'était un système scolaire complètement séparé de l'école pour les Blancs, et donc il n'y avait aucune voie d'accès aux études supérieures. C'était une école au rabais, que tout ce qu'on pouvait devenir, c'était moniteur des écoles indigènes, et que donc c'était sous-doté, etc. Et donc le premier bachelier kanak, c'est en 1962, donc très très tardif, quoi. Et ces effets d'héritage, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte dans ce pays. Ne pas avoir une vision présentiste des inégalités sociales et économiques. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, en fait. Ça s'inscrit dans des héritages structurels, voilà, et qui pèsent sur le destin et sur les champs des possibles des uns et des autres. Voilà. C'est pour ça que le rééquilibrage a été inventé en 88. Le rééquilibrage, c'est de la discrimination positive. C'est l'idée que si on laisse faire la société sans mettre en place des mécanismes actifs de discrimination positive en faveur des Kanaks, eh bien les inégalités se reproduisent mécaniquement. Dans ce pays comme dans d'autres pays. Mais dans ce pays, ces inégalités, elles sont fondées sur l'inégalité fondamentale de la colonisation qui s'est reproduite bien que le statut colonial ait disparu stricto sensu d'un point de vue juridique. Ça, c'est le premier élément fondamental pour expliquer d'où viennent les... C'est pour ça qu'il faut se méfier dans ce pays comme ailleurs du discours néolibéral qui dit c'est simplement quand on veut on peut, et qu'en fait... J'allais me faire l'avocat du diable. Voilà, oui. Ceux qui ne peuvent pas... Je donne un exemple, je donne vraiment un exemple qui vaut ce qu'il vaut, ce que m'ont raconté des amis caldoches récemment. Dans une famille kanak amie, une jeune fille qui était orientée, qui allait être orientée en seconde professionnelle.
Et ça lui permettait de rester dans son village d'origine, etc. Alors que, dans sa commune d'origine, alors que partir en général, ça voulait dire descendre à Nouméa. Et ses amis Caldoche ont dit non, elle va venir avec nous et elle va rester à Nouméa avec nous. Et à Nouméa, ils lui ont donné un environnement familial propice aux études. Et bien, cette gamine qui devait rentrer en professionnel, elle a son master maintenant. Elle a fini, elle a fait des grandes études en fait. Et donc, elle a été. Ces gens sont intervenus à un moment pour lui transmettre une forme de capital. Ils lui ont donné les clés informelles de la réussite en fait. Mais on le sait, la sociologie te montre que le rôle d'élève, le rôle de bon élève et le rôle de bon employé, ça s'acquiert en fait. Mais ça ne s'acquiert pas simplement, ça s'acquiert souvent de façon inconsciente, etc. C'est ce qu'on appelle en sociologie des dispositions, un habitus. Voilà. C'est la même chose que la façon dont on apprend à être un garçon ou on apprend à être une fille. On apprend aussi à être un élève, on apprend à être un ouvrier, on apprend à être un entrepreneur. Enfin, pour le dire très, très classiquement, ça c'est en général, mais dans la Calédonie, ça s'insère dans une histoire coloniale particulière. Et puis, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il y a un autre aspect très fort autour des inégalités sociales, hein, c'est aussi les discriminations. Les discriminations qui sont là aussi un héritage colonial massif dans ce pays. Et ça, pendant longtemps, on n'en parlait pas et ça a été attesté, étudié par des collègues. Je pense à la thèse d'Amélie Chung de sciences économiques qui a montré qu'un élève de 3e en recherche de stage professionnalisant de fin d'année, quand il était kanak, il avait 2,42 fois moins de chances qu'un élève non kanak d'obtenir un stage, par exemple. Et dans son calcul, un modèle économétrique très complexe, elle parvient à faire un modèle disant toutes choses égales par ailleurs. Et donc à isoler le paramètre qui explique cette différence et qui n'est que de la discrimination raciale, qui n'est que une réticence des employeurs, statistiquement, une plus grande réticence à prendre des élèves kanak que des élèves non kanak pour faire ce stage-là. C'est la même chose sur la discrimination au logement. Il y a une grande étude qui a été menée par les collègues de l'UNC avec les collègues de l'Université Paris 13 qui montre sur un panel de 700 annonces de logements privés locatifs, ils ont envoyé plusieurs CV fictifs et ils ont vu que selon qu'on était kanak ou européen, on n'avait pas le même taux de réponse. Là encore, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire le modèle, c'est de dire si les gens ont le même boulot, s'ils habitent les mêmes zones d'origine. Donc d'isoler les facteurs de discrimination. Il faut revoir le très bon reportage qu'avait diffusé Calédonia, qui s'appelle Discrimination à mal calédonien, qu'on peut voir sur YouTube. Et tout ça, ça pèse aussi. Et puis il y a eu aussi, rappelez-vous, il y a 10 ans, en 2012, le testing de la Ligue des droits de l'homme de Calédonie qui avait souligné la discrimination massive à l'entrée des boîtes de nuit. Ouais, sur les baies. Voilà. Donc il y a tout ça qui pèse aussi et qui explique que les discours sur le destin commun n'aient pas été incarnés en fait dans le quotidien et en particulier dans le monde économique et social et dans le quotidien, dans ce quotidien-là. C'est surtout valable. Après, une fois qu'on dit ça, il faut avoir en compte que les géographies du destin commun sont plurielles dans ce pays. Et que cette situation-là, elle est surtout très ancrée à Nouméa, et en province sud, et en particulier dans le Grand Nouméa. Que le sentiment d'un écart social et socio-économique massif, en fait, il se cristallise ici, parce que c'est à quelques encablures, il y a des gens très très pauvres et des gens très très riches, sachant que la société calédonienne en tant que telle, elle est 2 fois plus inégalitaire que la société hexagonale, où c'est déjà pas l'Olympe marxiste. Hein. Oui. Donc, il y a ici des gens qui vivent dans des conditions déplorables dans les squats, et puis à quelques kilomètres, une opulence de richesse, parce qu'il y a des logiques d'une économie de comptoir, de la surindexation, une logique de privilèges en fait, socio-économiques qui se sont constitués, qui sont indissociables de l'histoire de la colonie. Et ça, malgré tout, les accords ne les ont que peu démontés, etc. Malgré les projets de rééquilibrage, malgré le projet du développement au nord, etc. Ouais. Non, mais il y a eu quelques avancées, mais effectivement, Mitterrand, on s'en souvient déjà à l'époque, dénonçait la pauvreté qui côtoyait des fortunes immenses qui s'étaient construites sur cette île. Mais comment se fait-il justement qu'on ait si peu avancé? Parce que des fois, c'est un vrai défi, parce que tellement de dispositifs, de dispositions ont été mises en place pour essayer de contrebalancer ces réalités-là qu'on connaît. Est-ce que ça viendrait pas peut-être aussi d'un système politique dans lequel on vit qui
relativement nauséabond et entretient les uns et les autres dans leurs clichés respectifs qui finissent par y ressembler, pour ne pas se ressembler et pour rester différents aussi longtemps qu'on n'aura pas tranché la question. Comment ça se fait que ça dure depuis si longtemps? Alors tu vas dire, là je suis en train de faire un bond, mais je t'ai entendu dire dans différents médias, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Pourtant, je peux t'assurer que pour avoir été dedans les semaines où ça a quand même bien chauffé, on a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison qui a été brûlée parce qu'ils étaient blancs. Donc si ce n'est pas du racisme anti-blanc, c'est aussi une réponse d'une discrimination à une autre. Enfin, comment on a fait pendant tout ce temps-là pour avoir si peu résorbé ça et parfois les uns et les autres ayant bien fait en sorte de se maintenir dans nos différences? Mais il y a deux questions là, Ouais, dans ta je question, sais. hein, donc je vais essayer de les prendre dans l'ordre. La première, c'est comment ça se fait que tous ces mécanismes ne pourraient fonctionner, etc. Je pense qu'il faut être lucide, qu'il y a des mécanismes mis en place, mais qu'à un moment donné, il y a des confrontations politiques. Et il y a des options politiques, il y a des points de désaccord. Il y a des points de désaccord. C'est tout à fait frappant dans ce pays. Regarde ce qu'il en est de la réforme fiscale. Ça fait combien de décennies, mais ça, c'est sûr. combien de décennies que le pouvoir loyaliste à Nouméa freine des cas de fer pour mettre en œuvre un système de justice sociale dans ce pays et que l'évasion fiscale est favorisée. Voilà. Ça, ce n'est pas le projet des indépendantistes, hein. Mais c'est l'état d'un rapport de force qui fait qu'il y a historiquement des liens consubstantiels entre les grandes maisons de commerce qui ont construit ce pays et qui ont construit l'économie de ce pays, l'économie de comptoir de ce pays, Ballande, Barreau, etc., et le milieu politique nouméen. Pendant toute la période coloniale, il y avait quelques grandes familles de la bourgeoisie nouméenne qui étaient à la fois qui occupaient les plus hauts postes chez Ballande et les plus hauts postes au Conseil général et à la mairie de Nouméa. Gabriel Larocque, directeur de la maison Ballande à Nouméa, il était président du conseil général pendant des années, et son fils Roger, directeur des établissements Ballande, il était maire de Nouméa de 54 à 85. Voilà. Et Jacques Lafleur aussi était l'incarnation de cette réunion dans une même main du pouvoir économique, commercial des grands importateurs et du pouvoir politique. Il y a un lien très très fort. Et alors, on en parle très peu et on le démontre très peu dans ce pays, mais n'empêche que ces grandes fortunes et la préservation de ces immenses privilèges est liée directement à ça. Donc, les politiques de rééquilibrage ont fait ce qu'elles ont pu, mais il faut quand même être lucide sur qui a le pouvoir dans ce pays. Mais face à une aristocratie coloniale qui s'est maintenue, transformée, mais dont les mécanismes sont encore là. Voilà, ça. Et oui, et même l'État le dit depuis belle lurette, effectivement. Oui. Mais il n'y a pas de réforme. Alors, c'est une façon de dire aussi un point important, c'est que si la décolonisation se focalise uniquement sur une question institutionnelle, c'est-à-dire indépendance ou pas indépendance, elle passe à côté de cette question-là. Or, décoloniser la Calédonie, ça veut dire aussi décoloniser ce système de privilèges qui fait qu'il y en a certains qui sont systématiquement en bas de l'échelle pendant que les autres se font un pognon de dingue, comme dirait notre président, et que cette distinction, elle est très, très, très ethniquement marquée. Donc que le peuple autochtone colonisé se retrouve à avoir les miettes d'un système pendant que les descendants des colons, pour le dire clairement, continuent de faire fructifier des privilèges qui sont nés de cette situation coloniale. Ça doit faire l'objet d'un débat politique, d'une confrontation d'idées politiques qui se décline concrètement là au XXe siècle sur la question de la justice sociale, du partage des richesses, enfin finalement un discours presque de lutte des classes, de confrontation entre ce qui est un programme de gauche, un programme de droite, etc. La décolonisation, elle passe aussi par là, parce que si demain il y a une indépendance, je veux dire, si les loyalistes étaient un peu peut-être parfois moins réactionnaires, ils pourraient se dire « Allez, on va leur donner une indépendance et on leur donne le mont Kanaki et leur drapeau, mais par contre, on conserve le pouvoir. » Dans 15 ans, ça repète, et puis ce ne sera plus l'indépendance, mais ça repètera quand même. J'ai un bon ami aussi de ce pays. J'ai cru que tu étais en train de me spoiler Bougival, mais ouais. on en parlera après. On n'en est pas là, mais j'ai un bon ami aussi de ce pays, un Caldoche, qui me dit regarde l'Afrique du Sud, parce qu'on parle toujours ici du modèle de la nation arc-en-ciel et c'est formidable.
Mandela, la réconciliation, restez avec nous, faisons peuple, etc. C'est le destin commun, ben c'est super. Invictus, la Coupe du Monde de rugby, patin, couffin, les Springboks, finalement, voilà, c'est un peu dire les Broussards et les Kanaks tous ensemble, okay, dans un destin commun, c'est formidable. Regarde l'Afrique du Sud aujourd'hui, les Blancs ont toujours tout le pouvoir politique, économique, il y a une petite classe de responsables politiques embourgeoisés, noirs, qui s'est alliée avec ces gens-là, et l'immense majorité des gens crèvent la bouche ouverte, c'est un niveau de criminalité dingue, un niveau de sida incroyable. Et il est où là le rêve de Mandela? Il n'est pas là le rêve de Mandela. Donc c'est le risque. Il existe une bourgeoisie kanak issue de l'administration, issue des accords? Alors les accords ont provoqué un phénomène très très important, c'est une différenciation sociale au sein de la population kanak. Par rapport aux années 70-80, c'est très clair. Parce qu'on a entendu ça dans la jeunesse pendant les événements. Là. Ah bah oui, oui, et puis la jeunesse n'est pas forcément décervelée. Hein. Donc il y a une différenciation sociale, il y a des parties de la population kanak qui ont connu des formes d'ascension sociale par le biais des accords, par le biais des programmes de formation, par les postes, notamment dans le fonctionnariat, autour des provinces. Ce pays, c'est quand même très largement le pays de la fonction publique, hein, il faut s'en rendre compte. Hein, toutes ethnies confondues, etc. C'est quand même pas le monde de l'entrepreneuriat du cowboy stockman avec son bétail, c'est plutôt un monde d'instituteurs, de gens qui bossent dans l'administration. Donc il y a eu une classe moyenne kanak qui a émergé, des politiques, des collaborateurs, des fonctionnaires. Le fait d'avoir créé 3 provinces a démultiplié cet effet-là, il y a le gouvernement, etc. Mais il y a d'autres parties de la population kanak qui restent dans des situations d'extrême précarité. Et donc les écarts sociaux à l'intérieur du monde kanak s'agrandissent. Et bien des gens, enfin, quand on prend en compte la variété des discours sur le 13 mai au sein de la population kanak, c'est un reflet assez frappant de ces écarts. Ce n'est pas mécanique, mais quand même, il y a des gens qui ont dit vous les petits jeunes là, qui pétez tout, vous êtes en train de réduire en cendres tout le travail qu'on a fait, mais dont on a bénéficié biographiquement, alors que d'autres disent, au contraire, ben non, ils font bien de foutre le feu parce que nous, on continue de crever la bouche ouverte à Pierre Lanquette. Voilà. Là, j'ai recueilli des témoignages de gens à Pierre Lanquette qui me disaient, ben, tu sais, nous, c'est pas depuis le 13 mai la merde ici, ça fait des années et des décennies qu'on voit ça. Donc effectivement, il y a une différenciation sociale au sein du monde kanak qui complexifie le débat. Voilà. Le racisme anti-blanc? Alors, le racisme anti-blanc, en fait, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que les actes d'hostilité, les insultes, les coups, etc., c'est une chose. Mais quand on parle de racisme systémique, c'est autre chose. Et le racisme systémique, c'est quand on est kanak et qu'on est défavorisé sur l'accès au logement. Ou qu'on est défavorisé à l'entrée des boîtes de nuit, ou qu'on est défavorisé sur l'emploi. C'est ça le racisme systémique. Ou sur la violence policière. D'accord. Voilà. Ça ne remet pas en cause le fait qu'il y ait de la haine, des insultes, des coups, etc. Donc la discrimination. Mais si tu veux, il y a plusieurs niveaux d'actes et de structures racistes. En fait, il y a une acmé raciste qui est de dire enculé de blanc, enculé de kanak. Ça oui, évidemment. En revanche, le racisme structurel, c'est pas ça. Le racisme structurel, c'est quand tu as une société qui reproduit ce système d'oppression sur une logique raciale. Et ça, on le voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, les enquêtes statistiques larges l'attestent, mais c'est le même problème en France, si tu veux. C'est bien pour ça que ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait des récépissés sur les contrôles aux faciès. Le contrôle aux faciès, c'est massif. C'est le racisme, c'est de dire « Ah, il y a un kanak, il est suspect », en gros. Enfin, voilà. Donc c'est pas, moi je veux surtout pas... Je voulais juste en parler parce que c'est vrai que des fois ça se vit mal. Bien sûr. On s'entend dire, vu ce qu'on a... parce que certains ont vécu des vrais drames, quoi, pour le coup, et qui ont vu parfois le fruit de leur travail ou leur maison entière, et parfois même par des amis avec qui ils étaient en classe, et ils se sont su ciblés parce que blancs. Et là, pour le coup, un peu en miroir, mais c'est aussi quelque part systémique, c'est pas contre vous en particulier, même pas parce que vous êtes blanc, mais c'est quelque chose à travers vous que l'on veut attaquer. Donc c'est un peu compliqué quand tu sors de ça ou quand tu as vécu ça, même très compliqué, d'entendre dire non mais
ça n'existe pas. Ah mais oui, oui, mais moi, enfin, plusieurs éléments. Moi, je minimise absolument pas euh, tous les drames qu'ont vécu les gens de ce pays, la violence, le traumatisme, hein, vraiment pas. Qui serais-je pour dire ça c'est de la connerie, hein. Pas du tout. Mais en revanche, euh, la logique structurelle du racisme, elle se situe pas là. Elle se situe à une échelle plus profonde sur des mécanismes d'exclusion qui se reproduisent. Et par ailleurs, les gens, ce que tu dis est vrai, mais ceux qui sont morts, ceux qui ont été tués, c'est des canaques. Et ça, quand même, ça pèse énormément. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai ripé quand j'ai parlé de drame, tu l'as peut-être vu, parce que c'était en train de... Oui, Voilà. effectivement. C'est incontestable. Le temps passe à une vitesse folle, Benoît, mais c'est parce que c'est passionnant, et c'est parce que c'est passionnant de t'écouter aussi, et de remettre, si je peux me permettre, un peu l'église au centre du village, parce que c'est pas facile, mais c'est aussi pour ça que c'est tellement intéressant de recevoir des gens qui s'intéressent vraiment au dossier, mais qui ne sont pas toujours là dans le bain, et qui nous apportent un peu de recul aussi, un peu d'oxygène pour reprendre, parce que voilà, la vie politique calédonienne est quand même très très mouvementée. On ne parlera pas vraiment trop de Bougival aujourd'hui, parce que de toute façon c'est un sujet fluctuant. On est le 25 juillet. L'émission sort dans quelques jours, dans quelques semaines. Sera-t-il encore d'actualité? Nous ne pouvons pas le savoir. Donc on ne va pas s'amuser à faire de pronostics trop vite. Par contre, je profite de t'avoir sous la main parce qu'on a encore un peu de temps. J'aimerais bien revenir avec toi sur, j'allais dire le début des emmerdes, mais revenir sur le processus référendaire. Les 3 référendums, et on va y aller juste chronologiquement. Déjà pour commencer, qu'est-ce que tu t'es dit le 4 novembre 2018 quand tu as découvert les résultats avec un non à 56%, un oui à 43% avec une participation de 81%? Qu'est-ce que tu t'es automatiquement ou très rapidement dit Je me suis dit, Chibaou avait raison, la paix dans ce pays s'appelle l'indépendance kanak. C'est ça. Je me suis dit, ok, les gens avaient dit 70-30, 80-20, et les jeunes, ils sont plus dans l'indépendance, on a changé. Paf, c'est pas le cas. Ils sont là. Et s'ils sont là en 2008, en 2018, ils seront là dans les années qui viennent et les décennies suivantes. Et ça ne s'arrêtera pas. Et donc, la revendication se transmet. Et si cette revendication n'est pas satisfaite, le pays va péter. C'est ce que je me suis dit en 2018, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ça. D'ailleurs, il fallait voir les mines déconfites des commentateurs et responsables loyalistes voyant ça, en disant « Oh là là, mais comment on va faire maintenant ?» Parce que comment tu peux faire? Tu ne peux pas passer outre. Voilà, la revendication, elle est là, et elle ne sera satisfaite que si tu trouves une forme d'indépendance. Tu imagines une émancipation qui permet à tout le monde d'avoir sa place, un compromis, etc. Voilà, c'est ça que je me suis dit en 2018. Donc évidemment que les vainqueurs étaient hyper déçus et les vaincus étaient hyper enthousiastes. Certains n'ont pas voulu comprendre comme toi, et entre les deux, il y a quand même donc deuxième référendum 4 novembre 2020. Il ne s'est pas rien passé entre les deux. La province sud passant du centre droit à une droite plus droite, nous promettant, c'est un malentendu, on va faire une campagne mieux, ceux qui sont allés à la pêche, ils vont se mobiliser. Du coup, résultat des courses, on a effectivement eu presque 6 points de plus en termes de participation, mais cette fois-ci, non 53%, oui 46,7%. Donc, quand tu vois ces résultats, quand tu vois le non reculer, le oui progresser, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que le oui a une chance sérieuse de l'emporter au troisième. Voilà, c'est ce que se dit tout le monde, à mon avis. Et je pense que, alors moi c'est ce que je me dis là, je pense surtout que tout le monde a compris ça à Nouméa et à Paris. C'est-à-dire tout le monde s'est dit, oulala, là, il y a une vraie possibilité au dernier référendum que le oui l'emporte. Et la règle de l'accord de Nouméa, il faut quand même le rappeler, c'est pas de faire la moyenne des 3 référendums. Il y a un premier référendum, si le oui l'emporte, c'est terminé. Après, il y a un deuxième référendum, si le oui l'emporte, c'est terminé. Après, il y a un troisième référendum, si le oui l'emporte, c'est terminé. C'est-à-dire que si le oui avait gagné, on n'aurait pas dit de non à un oui, hein. Ça ne marchait pas comme ça, c'était pas ça la règle. Voilà. Ton commentaire sur quelque chose qu'on entend régulièrement, c'était quand même un petit peu injuste. Comment ça, c'était injuste? Il fallait faire une fois oui et 3 fois non, pour les loyalistes. Pardon? C'était un petit peu injuste, les règles du jeu. Ah oui, de la négociation de l'accord de Nouméa.
Alors, je n'étais pas à la négociation de l'accord de Nouméa, mais c'était écrit noir sur blanc et ça a été signé par Jacques Lafleur, Pierre Frogier, Harold Martin, Simon Loïcotte et Bernard Deladrière de mémoire. Donc, c'était les règles du jeu. Je pense que, moi, je ne sais pas comment ils ont dealé ça, mais c'était là, quoi. Juste avant le deuxième référendum, il s'est passé aussi autre chose. Démission du Premier ministre Édouard Philippe, qui avait donc initié ce processus référendaire, qui avait été jusqu'à l'organisation du deuxième. Et je voulais savoir quelle était ton appréciation. Est-ce qu'il y a eu un avant-après Édouard Philippe pour anticiper un peu ta réponse? Je vais reprendre les mots de Jean-François Merle, l'ancien conseiller de Michel Rocard, au sujet d'Édouard Philippe, complètement impliqué dans le dossier, acceptant la méthode et une mécanique lourde et symbolique. Après son départ, il n'y a plus eu de pilote dans l'avion et plus de comité des signataires. Avec Jean Castex, le dossier a été mis dans un tiroir, passant dans les mains d'autres ministères, avec messieurs Lecornu et Darmanin. Il y a eu un vrai avant-après Édouard Philippe? Très clairement, oui, en ce sens qu'après le départ d'Édouard Philippe, alors je ne sais pas si c'est lié à Édouard Philippe ou pas, hein, c'est surtout lié, à mon avis, au deuxième référendum, qui a rebattu les cartes et là, enfin, qui a confirmé qu'il y avait péril en la demeure du point de vue des loyalistes et de l'État. Et c'est à partir de là où on a vu que l'État s'est engagé de façon de plus en plus explicite dans le débat pour s'allier, pour que le non l'emporte. Et donc ça a été frappant à plusieurs égards. Le premier élément tout à fait frappant, c'est que la date du référendum a été fixée au 12 décembre 2021, puisque précisément Édouard Philippe, à la fin du comité des signataires en 2019, avait dit si on organise ce troisième référendum, il ne faudra pas, il a dit explicitement, il ne faudra pas et il ne devra pas être organisé entre septembre 2021 et août 2022 pour éviter tout télescopage avec les élections présidentielles et législatives. Sachant que, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a la leçon dramatique d'Ouvéa, où quand on mêle le dossier calédonien, qu'on fait coller un scrutin calédonien qui était les élections territoriales avec un scrutin présidentiel, en fait, ça ouvre la porte à toutes les instrumentalisations politiques du dossier calédonien à Paris. Et de même que Chirac avait tapé du poing sur la table et demandé l'assaut d'Ouvéa pour montrer les muscles afin d'attraper les voix de Le Pen en 88, de même, le risque était que si on remet la Calédonie dans un moment politique chaud, eh bien, les gens vont l'instrumentaliser. C'est pour ça qu'il avait dit de façon très claire, on ne le fait pas pendant cette période. Et de ce point de vue-là, le choix de la date du 12 décembre, c'est l'État qui est revenu sur sa parole. C'est quand même un élément fondamental. En outre, rappelle-toi, c'était en juin 2021 que Lecornu a appelé les dirigeants à Paris pour fixer cette date-là. L'UNI n'y est pas allée, elle n'était pas d'accord avec cette réunion qui était trouble, et donc la date n'a pas été imposée au consensus. Et elle a été avancée, sachant que année après année, à chaque fois qu'il y a une nouvelle année, il y a les nouveaux majeurs qui rentrent dans le corps électoral référendaire, les nouveaux de 18 ans, et que petit 1, il y a une proportion plus importante de Kanaks que de non-Kanaks, et que petit 2, ce qu'ont montré les premiers référendums, c'est qu'au sein de la population jeune, il y a une montée en puissance du vote indépendantiste chez les non-Kanaks. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a accéléré la chose, en sachant que plus on laisse passer d'années, et comme ça se joue à 9000 voix, ce qui est vraiment rien du tout, eh bien ça compte. Donc d'où la volonté d'accélérer. Donc le choix de la date a été le premier moment où on s'est dit, oulala, comment ça se fait que l'État renie sa parole, hein, la parole qu'avait dite Édouard Philippe. Et c'était en juin 2021. En juillet 2021, il y a le document sur les conséquences du oui et du non à l'indépendance que l'État publie, qui est un document extrêmement partial, ne défendant à travers ça qu'un modèle d'indépendance sèche et un modèle, une alternative digne des années 50, alors qu'on est au XXIe siècle. Et que ça fait des années que les gens dans ce pays discutent de nouvelles voies de décolonisation. L'accord de Nouméa en tant que tel, c'est l'invention d'une nouvelle voie de décolonisation, et que ça fait très longtemps que les gens disent « Ok, on veut recouvrer notre pleine souveraineté, et puis après on rediscute de nos liens à la France, et on peut bâtir une autre forme. » Alors il y a l'État associé, il y a l'indépendance association, il y a les interdépendances avec la France et d'autres États. Il y a il y a un compromis qui existe. Et ça disparaît de ce document publié par l'État dans un moment critique pour dire simplement, si vous votez oui, ce sera le scénario à l'algérienne, ce sera la cata. Voilà. Donc ça, c'était, là, je me rappelle très bien, quand c'est sorti, j'étais pas le seul, absolument scandalisé
qu'un document aussi fallacieux soit publié sous des dorures impartiales, ce qui a permis ensuite, évidemment, aux loyalistes de faire leur clip raciste en disant mon compte, tu connais que c'est l'indépendance avec de la galère, etc. Hein, qui a été, rappelle-toi, qui a fait scandale, qui a donc été, il y a eu des plaintes et ça a été retiré. Et puis, donc, il y a quand même tout ça avant l'épisode du Covid. Hein, donc, ça s'accumule. Et puis, l'épisode du Covid qui balait le pays à partir de septembre 2021, et en particulier les communautés kanak et océaniennes, qui sont particulièrement, qui ont les facteurs de comorbidité. Et là, il y a cette demande croissante de dire, OK, on rentre dans un autre temps qui n'est pas le temps de la politique, qui est celui du deuil kanak. D'autant qu'on ne peut pas encore, puisqu'il y avait le confinement, on n'a pas pu se rassembler et faire ces grandes cérémonies, etc. On demande un report de quelques mois. Demandé par tous les partis indépendantistes, par le Sénat coutumier, par toutes les églises, par les États insulaires voisins, au nom du respect de l'identité kanak. La reconnaissance de l'identité kanak, c'est au cœur de l'accord de Nouméa. C'est quand même, et les coutumes de deuil, on le sait dans ce pays, c'est un truc central de ce qu'est le vécu kanak. Et donc là, il y a eu ces discours disant mais ça, c'est de l'instrumentalisation de la coutume. Alors, qui est-on pour oser dire ça? Moi, ça m'a vraiment dépassé. C'est-à-dire que, est-ce que, si on a dit on reconnaît l'identité kanak, est-ce qu'on ne peut pas les croire sur parole quand ils disent qu'ils ne peuvent pas se rassembler, ils ne peuvent pas faire de politique? Et concrètement, en plus, c'est une réalité quand on connaît la façon dont la politique fonctionne dans ce pays. Il y avait 9000 voix d'écart. Les derniers abstentionnistes, ils étaient à chercher du côté kanak indépendantiste. Donc le mouvement indépendantiste devait aller faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire une campagne de porte-à-porte. Or, ici, on ne peut pas faire une campagne politique dans une tribu en deuil, ni dans une famille en deuil. Ça ne se fait pas. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit ou une instrumentalisation du propos. C'est la réalité de ce pays. On ne peut pas aller faire un grand meeting et aller convaincre les gens porte à porte si les gens sont dans un moment de deuil. Tout s'arrête dans les moments de deuil. Ça, donc la volonté de ne pas écouter ça et de ne pas se dire « ok, on repousse ça dans 6 mois ou dans 9 mois », a été, de mon point de vue, l'élément, la goutte d'eau d'un engagement de l'État dans le sens des loyalistes qui disaient « mais non, il faut tenir, il faut faire le truc en temps et en heure parce que la démocratie n'attend pas ». Parce que en démocratie, les élections doivent se tenir en temps et en heure, alors même qu'on avait reporté déjà les municipales de 2020, et puis que là, on peut peut-être discuter des provinciales. Là, ça fait plus d'1 an que les élections ont été reportées. Bref. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été terrible, de mon point de vue, parce que la confiance a été rompue, et donc on a eu le résultat, 96% pour le non, mais 56% d'abstention, c'est-à-dire que tout le peuple kanak, et plus que ça, beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Il y a quoi, 41% du corps électoral qui a mis un bulletin non dans l'urne. Oui, oui. Et au lendemain de ça, Sonia Backès, elle l'a dit très clairement dans les médias, Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu nous ont sauvé la mise, elle est rentrée au gouvernement et cette alliance n'a fait que s'expliciter. Et de ce point de vue-là, je voudrais quand même rappeler le précédent du référendum de 87, parce que ça, c'est fondamental. 87, on a un gouvernement Chirac de cohabitation qui s'allie avec le RPCR de l'époque, comme le pouvoir macroniste s'est allié avec les loyalistes, et qui dit on va faire un référendum, ok, très bien, on fait un référendum pour purger cette question, comme dirait l'autre, et donc la question qui se pose comme toujours, c'est qui peut voter. Et Bernard Ponce dit c'est tous les citoyens français qui sont là depuis 3 ans, donc les Kanaks disent il n'est pas question de voter pour ce référendum, et du coup, c'est les mêmes scores, en gros, j'ai plus ça en tête, mais 95 pour le non, et puis la moitié de la population qui s'abstient. Et il y a une conférence de presse quelques jours avant de Jean-Marie Tjibaou. Et il dit cette phrase, il dit « Le 13 septembre le soir, certains vont sabrer le champagne. Et le lendemain, nous serons là pour dire merde. Pour dire que nous sommes là et que nous serons toujours là. Et que, dit-il, chaque Kanak naissant naîtra avec ce droit à l'indépendance. Et ce droit-là, aucun référendum de Ponce ou d'autres ministres, et là tu peux mettre entre parenthèses Lecornu, Darmanin et tout ça, ne pourra le remettre en cause. C'est-à-dire que le droit à l'autodétermination, il dépasse la question de cet outil référendum, parce qu'on sait qu'un outil référendum, il peut être détourné, contourné, manipulé, puisqu'il y a le corps électoral, il y a les conditions, il y a le Covid, il y a ceci, cela. Et c'est pour ça que la question n'est pas soluble dans le référendum. Et j'ajoute que l'accord de Nouméa le dit.
Parce que le point 5 de l'accord de Nouméa, qui est le point qui explique ce procédé des 3 référendums, c'est là où il y a la phrase qui dit en cas de premier référendum, puis sinon deuxième, puis sinon troisième, et puis en cas de 3, les partenaires se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Mais ça, ce n'est pas la fin du point 5 de l'accord de Nouméa. Après, il y a encore 3 paragraphes. Il y a un paragraphe qui dit que tant que les consultations n'ont pas abouti à une nouvelle organisation, l'organisation politique de 1998 reste en vigueur et cette irréversibilité, sans retour en arrière, étant constitutionnellement garantie, y compris le corps électoral gelé. Ensuite, il y a un paragraphe qui dit que ces scrutins ne pourront pas donner lieu ensuite au fait qu'une partie du pays devient indépendant et l'autre reste avec la France. Donc ça, c'est pour la partition. Et puis la 3e et dernière phrase du point 5, c'est « L'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à la fin de la période de bénéficier d'une complète émancipation. » C'est ça la fin, ce n'est pas la situation ainsi créée. Donc c'est pour ça que la question continue de se poser encore aujourd'hui. Et que, en réalité, si on veut être lucide, il n'y aura pas de solution dans ce pays tant que la revendication de décolonisation portée par le peuple kanak n'est pas satisfaite. Tout l'enjeu, c'est d'imaginer une solution qui permet à cette revendication d'être satisfaite sans pour autant que le pays bascule dans la violence, dans l'exclusion ou dans la guerre civile ou dans la guerre ethnique. Voilà, c'est ça l'enjeu. Mais on ne peut pas se leurrer là-dessus. Et quand je le dis, les gens, les loyalistes, ils peuvent être colères, mais moi, je ne souhaite que la paix dans ce pays. Mais de fait, comme le disait Tjibaou, la paix s'appelle l'indépendance kanak. Voilà. Il faut trouver une forme. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont compris ça. Beaucoup de non-kanaks qui ont compris ça. Et moi qui ai beaucoup vécu et étudié à Koné, par exemple, c'est le résultat, le bien le plus précieux des accords, de ces 30 ans d'accords, c'est la construction de ce sentiment d'appartenance pays. Et il est très, très palpable dans la zone VKP, par exemple. Et il y a cette parole très chouette de l'ancien maire de Pointe-Boute, Roby Courteau, qui dit ici, nous, on a dépassé depuis longtemps le clivage indépendance par indépendance, on construit le pays. Et puis il a ces 3 phrases, il dit les Kanaks renonceront jamais à l'indépendance, donc plutôt que de subir jusqu'au bout, mettons-nous avec eux et puis discutons d'une forme d'émancipation qui nous convienne, à tous. Voilà. C'est soit on discute, soit on embarque avec les Kanaks, puisque si on est de ce pays, que vous le vouliez ou non, les Kanaks qui sont là, c'est une terre kanak, et donc il faut faire face à ça, et puis trouver une solution ensemble. Ou alors on refuse ça, on dit non, c'est la France, et on regarde vers Paris, et on reste dans une attitude coloniale, et le pays explose, et il n'y aura que répression, explosion, répression, explosion. Parce que finalement, dans les colonies de peuplement, c'est toujours comme ça. C'est soit il y a un camp qui écrase l'autre, soit c'est la guerre permanente, ou soit on trouve une décolonisation qui convient à tous. Et l'exemple de l'Australie, et l'exemple de la Palestine, et l'exemple des États-Unis devraient inciter les gens à se dire il y a encore une chance dans ce pays, il y a encore une chance, c'est cette politique de la main tendue. Mais elle n'a de sens, il faut revenir à Nainville-les-Roches, la main tendue des Kanaks, c'est on partage notre droit à l'autodétermination, mais à condition que vous veniez et qu'on construise le pays. C'est pas on partage le droit à l'autodétermination, puis après vous nous bloquez. Parce que si ce discours, il porte de plus en plus, et finalement c'est ça, c'est de dire non, mais tu comprends, le non, le non, le non. Mais à la fin, les gens risquent de dire, mais en fait, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir par cette politique de la main tendue. Nous, on a partagé notre droit. Mais il n'empêche que notre droit reste là. Donc un référendum sur la décolonisation sans le peuple colonisé, on ne peut pas dire qu'il règle les choses. C'est impensable en fait. On peut utiliser tous les artifices, toutes les justifications juridiques ou légales qu'on veut. C'est politique, ce problème est politique. Oui, le référendum a été réalisé dans des conditions légales, mais il n'a aucune valeur politique. Celui de Ponce aussi était légal, hein. Ça ne n'a pas empêché. Et 6 mois après, il y avait ouvert. Voilà. Et ici, il y a eu 2021. Et 3 ans plus tard, il y a eu le 13 mai 2024. Les choses se rejouent. Mais il appartient aux gens du pays de faire en sorte que les choses arrêtent de se rejouer et de changer le scénario, parce que ce n'est pas écrit à l'avance. Donc, à vous de jouer. Merci beaucoup Benoît. Malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. J'aurai encore plein de questions à te poser, mais j'espère qu'on te reverra bientôt au pays. Moi aussi, j'espère.
Justement, le pays, ce sera ma dernière question, il nous reste 2-3 minutes. Dernière question, justement, le pays, tu l'as traversé ces derniers jours pour faire toutes tes conférences, tu as pu parler avec les gens. Comment tu as senti le pays? Quels sont les retours que tu emmènes avec toi, l'avant, l'après? Et de manière générale, est-ce que tu aurais fruit de tout cela, de ton travail de l'année passée et de ce que tu as recueilli ici? Est-ce que tu aurais un message à adresser aux habitants de ce pays pour tenir le cap malgré la tempête pour les temps qui viennent? Euh, Mon ressenti, c'est que j'ai trouvé les gens très 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 inquiets, à la fois inquiets, déprimés, mais aussi résilients, donc c'est assez paradoxal. Profondément marqués par tout ce qui s'est passé l'année dernière, par les morts avant tout, par les destructions, par les conséquences socio-économiques, par la misère qui pointe. Donc ça, c'était très frappant. Et en même temps, notamment du côté kanak, franchement, une volonté farouche de poursuivre la lutte. Alors ça, vraiment, hein, je veux dire, il ne faut pas croire que ni la misère, ni les difficultés, ni ça n'étouffe rien. J'ai senti, il y a eu un basculement parce qu'en fait mes conférences ont débuté avant Bougival et puis elles se sont poursuivies après Bougival. Donc moi, j'ai pas parlé de Bougival parce qu'on n'a pas le recul, etc. Même si je commence à songer, mais comme tu l'as dit, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais j'ai senti aussi un basculement, c'est-à-dire vraiment une grande inquiétude après Bougival. Donc il y a ça. Le message, moi j'ai pas de message parce que je dis tout ça, mais c'est simplement, je ne peux pas donner de leçons. Moi je ne suis pas de ce pays, c'est pas moi qui le vis. Mais je pense néanmoins que l'heure de vérité, elle approche, notamment pour les non-Kanaks. Voilà, je pense qu'il est important de savoir si on se dit ben, je suis de ce pays, on ne peut pas faire sans les Kanaks. On ne peut pas imaginer qu'on n'est pas ici en terre kanak. On ne peut pas imaginer qu'on n'est pas dans un pays où il y a une injustice historique qu'il faut réparer. Donc soit on embarque avec eux et on dit ok, je reconnais ça, je reconnais que je suis sur des terres, sur une terre kanak, je reconnais que vous avez subi ces injustices et donc j'entends votre revendication et je m'y associe et ensemble on l'enrichit et on imagine un modèle nouveau. Ça a été le cas jusqu'à présent, pourquoi pas. Mais si on ne fait pas ça et qu'on reste bloqué sur le bleu, blanc, rouge, sur le non, en regardant uniquement vers Paris, je suis très très inquiet pour l'avenir. Parce que s'il n'y a pas une indépendance pacifique, il y aura une indépendance violente. Ça ne finira pas autrement, en fait. Ça finira par une forme de recouvrement de souveraineté et de décolonisation. Et donc d'indépendance, quitte à ce que ce soit une indépendance d'un mode nouveau. Mais soit c'est une indépendance positive, avec les gens tous ensemble, soit toute cette histoire va finir dramatiquement. Et je prie pour que les gens aient la lucidité de comprendre qu'il ne faut pas s'obstiner dans une logique jusqu'au boutiste qui va nous amener dans un scénario à l'algérienne, alors que tout le pari des accords, c'était de changer de voie. Et il y a encore cette possibilité, à mon avis. Donc ça appartient aux gens du pays. Benoît Trépied, merci beaucoup. Merci.